Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder. Mais l'histoire aurait pu tout à fait s'arrêter là, parce qu'à peine 3 ans après son lancement, la bulle Internet explose. Des centaines de startups ferment, les investisseurs s'enfuient. Mais Netflix tient debout, vacille mais tient encore debout. En 2000, Hastings propose à Blockbuster, donc son futur ennemi juré, d'acheter 49% de sa jeune entreprise pour 50 millions de dollars. Le PDG de Blockbuster éclate de rire. « Non mais votre idée n'a aucun avenir », lui répond-il. Ironie du sort, 10 ans plus tard, Blockbuster sera en faillite et Netflix vaudra des milliards. Reed Hastings donc tient bon. Vacille, mais tient bon. Alors il licencie, il réduit les coûts, réinvente son modèle. En 2002, il ose un pari, un coup de poker, introduire Netflix en bourse alors que l'entreprise n'est toujours pas rentable. Ça, personnellement, je comprends pas. Je comprends pas comment ça marche. Un jour, il faudra qu'on m'explique. L'opération lui permet quand même de lever 82 millions de dollars. C'est risqué, mais ça fonctionne. Netflix respire à nouveau. Et surtout, Netflix grandit. En 1 an, elle franchit le cap du million d'abonnés. Et pourtant, la route reste longue. Hastings comprend qu'il ne lui suffit pas d'envoyer des DVD. Maintenant, il faut préparer l'avenir. Et cet avenir, il est numérique. Vous voyez, la grande force, c'est quand même la vision. Le DVD, pour lui, c'est qu'une transition, un support, et un support provisoire, une étape sur le chemin futur du streaming. Mais en 2002, le mot streaming n'a aucun sens pour le grand public. Les connexions sont trop lentes, les fichiers trop lourds. Alors, c'est pas grave, Hastings attend. Il observe et il est en train de préparer la bascule. En 2007, la révolution a enfin lieu. Internet s'est accéléré, les écrans se sont multipliés. Le temps est venu de couper le cordon avec la poste. Netflix dévoile donc un nouveau service, le visionnage instantané par Internet, sans téléchargement et sans support physique. C'est ça, le streaming. Vous connaissez évidemment. Les abonnés peuvent désormais regarder leurs films et séries directement sur leur ordinateur. Le DVD devient obsolète en 1 nuit. Et Blockbuster, trop lent à réagir, ne s'en relèvera jamais. C'est la première mue, si vous voulez, de Netflix. La métamorphose d'une société de logistique en empire du numérique. D'un vendeur de disques, si vous voulez, ou d'un loueur de disques, à un vendeur de temps. C'est ça la différence. Et cette transition n'a pas été qu'une question de technologie, mais aussi, et j'allais dire surtout, de philosophie. Parce que Hastings n'a jamais voulu seulement distribuer des films. Il voulait comprendre, encore une fois, le spectateur moderne. Comme je vous le disais tout à l'heure, son impatience, il veut comprendre sa curiosité, sa solitude aussi. Il savait que dans un monde saturé d'offres et de distractions, le vrai luxe n'est plus le choix, c'est le confort. Et c'est ce que Netflix a promis, ne plus jamais chercher, ne plus jamais attendre, ne plus jamais manquer. Mais avant d'en arriver là, il faut survivre aux secousses. Parce qu'en 2011, Netflix fait un faux pas. Hastings décide de séparer son activité historique, la location de DVD, de son nouveau service de streaming. Alors les prix augmentent, les clients se révoltent, 800 000 abonnés s'en vont. C'est quand même une crise, et c'est la première crise majeure. Hastings s'excuse publiquement, il admet son erreur et se recentre sur ce qui compte, la plateforme. Donc il a compris là une chose essentielle, l'avenir n'est plus dans les disques, encore une fois, mais dans les données. Désormais, Netflix n'est plus un loueur, mais une entreprise de calcul. C'est ça, vous savez, c'est un peu ça. Je ne sais pas si vous avez vu le film sur la naissance de McDonald's. C'est quand le héros du film a plusieurs restaurants, mais qui ne gagne pas assez d'argent. Il ne comprend pas pourquoi il gagne de l'argent, et puis qu'une personne lui dit « Mais vous n'êtes pas un vendeur de sandwich, vous êtes dans l'immobilier. Et c'est dans l'immobilier qu'il gagne de l'argent. » Là, c'est un peu la même chose. Netflix n'est plus un loueur, c'est une entreprise de calcul. Ces algorithmes apprennent, peaufinent, s'adaptent. Ils repèrent les tendances, détectent les goûts émergents, recommandent avant même que le spectateur ne formule un désir. C'est une horreur finalement quand on y réfléchit, mais bon. Et c'est là que tout change, parce que pour nourrir ces algorithmes, il faut des contenus. Et pour avoir des contenus,
il faut produire soi-même. La logique est implacable. Pour rester maître du plaisir, il faut devenir maître des histoires. En gros, faire ce que fait Apple depuis toujours, c'est-à-dire maîtriser toute la chaîne de A à Z. Et c'est ainsi qu'à la fin des années 2000, Reed Hastings prend une décision qui va bouleverser l'équilibre du monde audiovisuel. Netflix va produire ses propres séries. Non plus simplement distribuer, mais créer. Non plus louer les rêves des autres, mais fabriquer les siens. Et le premier de ces rêves s'appellera House of Cards. D'ailleurs, vous vous êtes peut-être déjà demandé pourquoi, si vous êtes abonné à Netflix, vous savez, ça démarre par le tantan, le fameux tantan, eh bien, vient de House of Cards, puisque le personnage, vous savez, le héros, donc je me souviens évidemment pas du nom, mais la série, c'est une adaptation d'une série anglaise, mais la série américaine est pas mal foutue, et vous savez que quand il est à la fin des épisodes, avec sa bague, il tape sur le bureau comme ça, tantan, comme ça. Et c'est de là que vient le générique, le fameux générique Netflix. Bref, l'histoire du progrès technique est souvent une histoire de patience. Les révolutions arrivent, et elles arrivent rarement en fanfare. Vous savez, elles s'installent doucement comme ça dans le quotidien jusqu'à devenir invisibles. Et c'est justement ce qui se passe en 2007, quand Netflix, presque discrètement, introduit une nouvelle fonction dans son offre. Le fameux visionnage instantané de films et de séries directement via Internet. Plus de DVD, plus d'enveloppe rouge, seulement un clic. Vous savez, je parlais d'Apple tout à l'heure, l'iPhone est né en 2007. Donc voilà, on est à la convergence de tout ça. À l'époque, peu de gens réalisent ce qui vient de se produire. Mais c'est ce jour-là, précisément, que la télévision bascule. Un basculement, quand on y réfléchit, aussi profond que celui de Gutenberg pour l'imprimerie ou de l'électricité pour les villes. Désormais, le flux d'images n'a plus besoin d'un support matériel. C'est dingue ça. Le cinéma devient dématérialisé, ubiquitaire, immédiat. L'image quitte l'écran de télé pour s'installer partout, dans les ordinateurs, les tablettes qui arrivent, bientôt dans les poches, le smartphone arrive vraiment avec l'iPhone et consorts, et avec elle, c'est tout notre rapport au temps qui est en train de se transformer. Pendant un siècle, regarder un film ou une série, c'était accepter une contrainte. Il fallait attendre l'heure de diffusion, se rendre dans une salle, subir la publicité. On vivait au rythme des programmateurs des chaînes et des distributeurs. Or, Netflix change tout ça. Pour la première fois, le spectateur choisit quand il regarde. On passe du statut de consommateur au statut de consommateur. Et donc, on choisit quand on regarde et surtout, on choisit combien de temps. Le streaming, c'est finalement la fin de la temporalité imposée. La fin de la grille des programmes, de la patience, de l'attente. C'est une liberté immense, souvenez-vous, presque vertigineuse, tout de suite. Mais cette liberté a un prix, parce qu'en supprimant l'attente, Netflix supprime une part du désir. Les débuts du streaming sont d'ailleurs hésitants. Les connexions sont lentes encore, les catalogues plutôt restreints. L'expérience, pour beaucoup, est très frustrante. On regarde quelques minutes et puis la vidéo s'arrête pour, vous savez, le fameux buffering. Vous savez, c'est la roue qui tourne et puis on attend. Qu'est-ce qui se passe ? Oui. Mais Hastings, lui, il s'en fout. Il voit plus loin. Il sait que la technologie finira par suivre. Et il n'a pas besoin d'aller vite. Il a juste besoin d'être prêt quand le monde et quand la technologie le sera. Et peu à peu, les fournisseurs d'accès améliore les réseaux. La vidéo devient fluide, naturelle, confortable. En 2010, Netflix passe un cap symbolique. Plus de la moitié de ses abonnés regardent désormais les contenus en streaming plutôt qu'en DVD. La mue, cette fois, est accomplie. Et dans le même temps, un autre acteur gigantesque est en train de chanceler, le fameux Blockbuster. L'enseigne bleue et jaune ferme, elle, des centaines de magasins. Son modèle basé sur la rareté et la pénalité s'effondre face à la promesse de Netflix. Regardez autant que vous voulez, quand vous voulez. L'illimité, si vous voulez, c'est l'arme absolue. En 2010, Blockbuster se déclare en faillite. La revanche est totale. Reed Hastings ne va pas s'en vanter. Il n'a pas tué Blockbuster. Il va dire un jour, ce sont ses clients qui l'ont quitté. Mais ce que Hastings comprend mieux que quiconque, c'est que le streaming ne se résume pas à un nouveau mode de distribution.
c'est un nouveau régime du temps. Parce que désormais, le spectateur n'attend plus que le monde lui propose un film, il va naviguer dans un océan d'images, et tout ça sans fin. Donc vous voyez, c'est un peu le rapport de force qui s'inverse. C'est plus la télévision qui retient le public, c'est le public carrément qui retient la télévision. Dans les bureaux de Los Gatos, l'équipe de Netflix observe les chiffres évidemment. Combien d'heures passées devant l'écran, combien d'épisodes enchaînés, combien de pauses, combien de retours en arrière. Tout ça est mesuré, analysé, interprété par les nouveaux venus, vous savez, ceux qui s'occupent des statistiques, etc. Donc c'est pareil, ce sont des nouveaux métiers qui sont en train d'émerger, d'arriver. Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder.